Cher Moussis, nous allons parler aujourd'hui des conséquences des violences conjugales sur les enfants. Le Premier ministre lui-même, introduisant le Grenelle, a dit qu'il n'était pas possible d'être un homme violent et un bon père. Depuis 1995, les maltraitances psychologiques sont considérées par la société américaine sur les abus commis sur les enfants comme de graves maltraitances, entraînant évidemment des troubles de l'attachement. Avant de commencer ce clip, rappelons quelques chiffres issus du livre de Maurice Berger sur la violence gratuite en France. 69% des mineurs qui commettent des violences gratuites ont été confrontés à des violences conjugales dans les 2 premières années de leur vie. 14% des adultes qui consultent le secteur psychiatrique ont été traumatisés par des violences de couple. 41% des enfants reçus en psychiatrie de liaison pédiatrique sont exposés à des violences de couple. Le dernier chiffre est plutôt intéressant. Au Québec, 20% des signalements seraient le fruit de policiers qui interviennent dans le cadre de violences conjugales. Rappelons qu'en France, les professionnels de santé ne font que 5% du total des signalements. Cette réticence à reconnaître la maltraitance infantile dans tous ces domaines, c'est bien entendu une série de théories antivictimaires. L'idéologie du lien familial, il faut absolument qu'un enfant soit élevé par un homme et une femme, ce qui est incontestable quand ces 2 personnages sont suffisamment bien traitants. La résilience mal comprise, nous l'avons vu, le syndrome d'aliénation parentale, le piège du soupçon de l'inceste et bien d'autres. Si bien que il me semble que la société, dans son ensemble, est sourde, aveugle et muette. Rappelons que le Code de déontologie médicale contient une clause de conscience. Le médecin peut s'abstenir de signaler un enfant gravement maltraité pour des raisons personnelles qu'il apprécie en conscience. Toutes ces théories sont battues en brèche par une série de recherches faites à l'instigation du ministère de la Justice des États-Unis. Je vous les laisse une petite minute pour comprendre. Parmi elles, Toens et Charden ont montré que les fausses allégations d'agression sexuelle étaient environ de 2%. John et McGraw, 5%. Schumann, entre 1 et 5%. L'étude la plus récente est encore bien inférieure, avec 0,1% d'allégations délibérément fausses. Étude faite par le département de la santé et des droits humains aux États-Unis. Le monde psychique de l'enfant confronté à la violence est extrêmement perturbé. Parfois, il y a une inversion du rôle de l'enfant. L'enfant qui devient un petit parent, confident de la victime ou de l'agresseur, lui-même un agresseur ou, au contraire, un enfant modèle. Il idéalise ses parents. Parfois, il veut tenter d'adoucir le parent violent. Et, au bout du compte, cette identification à l'agresseur qui explique les lignées d'agresseurs. Les conséquences psychologiques sont évidemment des troubles de l'attachement. Le type d'attachement désorganisé est le plus sévère. Il atteint 82% des enfants maltraités. Bien entendu, des troubles de stress post-traumatique, spécifiques à l'enfant, mais surtout des troubles du développement traumatique. Sur le plan clinique, de nombreux troubles du comportement, dont des violences, mais aussi des symptômes écrans comme des douleurs fonctionnelles, comme des phobies scolaires, comme un TDAH, qui est bien entendu peut être autonome, mais qui devrait inciter tous les praticiens à rechercher si l'enfant n'est pas victime de violence, et souvent des perturbations massives des capacités d'apprentissage qui grèvent l'avenir de ces enfants.
Le trouble de développement traumatique décrit par Van der Kolk est consécutif à toutes sortes de maltraitances. Critère A. Il se manifeste par une dysrégulation des réponses aux signaux traumatiques, des troubles émotionnels, des troubles somatiques, des troubles du comportement, répétition, automutilation, de la dissociation permanente, des troubles relationnels, de la honte, de la culpabilité. Critère C, des attentes et croyances erronées, un manque total de confiance en soi et en toute forme d'aide possible. Et enfin, des perturbations, des ruptures biographiques qui touchent la scolarité, la vie de famille, les relations, parfois des antécédents judiciaires et ensuite, plus tard, des difficultés à s'insérer dans le monde professionnel. Vous remarquerez que ce trouble de développement traumatique est à peu près équivalent à ce que l'on appelle le dysnose ou le trauma complexe, et qu'il ressemble étrangement au trouble borderline, mais il fait un lien avec une exposition à des événements traumatiques. Bien entendu, pour démêler le vrai du faux, la justice se fonde sur des expertises qui sont souvent assez rapides. Rappelons les recommandations de l'audition publique sur l'expertise. Il faudrait que l'expert soit un pédopsychiatre qui ait une formation et une pratique régulière de la spécialité, et non pas un psychiatre d'adulte. Il faut bien entendu favoriser le recours à une expertise précoce, parfois pendant la garde à vue. Il faudrait que l'expert ait le temps de visionner l'enregistrement réalisé pendant l'audition de la victime. Il faut qu'il examine soigneusement les mécanismes de l'emprise et qu'il ait recours à l'entretien familial. Vous imaginez que ceci demande beaucoup de temps. Rappelons l'importance des questions non suggestives et vous verrez lorsque nous parlerons rapidement du protocole du NICHT que la mémoire de rappel donne beaucoup plus d'informations que la mémoire de reconnaissance habituellement convoquée lors de ces expertises et auditions. L'Université Paris-Descartes vient de mettre en place un diplôme d'expertise légale en pédopsychiatrie et psychologie de l'enfant. Nous espérons que ce diplôme améliorera la qualité des expertises qui ont une importance éthique majeure quand on songe aux conséquences. Un bref rappel sur le protocole du NICHT. Le protocole du NICHT a été élaboré par des Anglais, des Canadiens, il est utilisé un peu partout dans le monde. Il est fondé sur le fait que la mémoire de rappel est bien supérieure à la mémoire de reconnaissance. Nous ferons un clip tout spécialement sur ce protocole qui a été adopté par le ministère de l'Intérieur et qui commence à être pratiqué par les gendarmes et les officiers de police judiciaire. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Un livre récent pose une question curieuse. La vérité sort-elle de la bouche des enfants? La réponse serait-elle qu'elle sorte de la bouche des experts? Probablement si ceux-ci étaient correctement formés. C'est pourquoi le protocole du NICHT est attendu avec beaucoup d'intérêt. Vous avez le livre de Mireille Cyr que l'on peut vraiment conseiller. C'est une grande note d'espoir, mais nous pensons que les grands oubliés sont les soins à ces enfants, surtout lorsqu'ils sont témoins et victimes de violences de couple. Je vous remercie.